Bon, si vous voulez, je vous propose... Bon, je vous propose de commencer le débat sur le nouveau contrôle social. Non, mais je continue pas. Moi, je t'avais pas. Ah oui, mais écoute... Bon, si vous voulez, on pourrait commencer le débat sur le nouveau contrôle social. Bon. Oui, bah oui. Je vous propose de commencer le débat sur le contrôle social et ce que je vais essayer simplement, c'est de vous présenter un peu 2 ou 3 réflexions préliminaires qui pourraient permettre d'organiser le débat entre Casamayor, Foucault et Louis Joinet. Alors, si vous voulez... Je continue ou pas? Bon. Non, mais je ne vais pas commencer, c'est impossible. Bon. Alors, si vous voulez, parmi les 2 stratégies qu'on peut voir actuellement pour la création d'un nouveau contrôle social, pour essayer de faciliter les mutations économiques et sociales en réduisant au maximum le désordre, il y a 2 stratégies possibles. La première, qui revêt une forme plutôt archaïque, qu'on peut résumer autour de la doctrine de la sécurité et la montée de la notion de la sécurité dans le champ politique et social. La seconde, qui est une technique plus sophistiquée, qui coûte moins cher, qui est un fonctionnement du pouvoir à l'économie et qui est la mise en place de toute une série de mécanismes de gestion. Écoutez, il y a 2 solutions, ou bien on continue ce débat, ou bien si vous préférez, on interrompt cette séance. Je crois que de toute façon, on ne va pas continuer dans cette atmosphère. Il y a 3 ou 4 personnes qui ont décidé de jouer les provocateurs ce soir. Je crois vraiment que c'est un peu dommage. C'est à tout prix vouloir recréer des rituels très anciens. Ce sont les mêmes remarques que l'on entend depuis ce matin. Je propose ou bien que l'on continue la séance, ou bien que l'on s'interrompe de façon définitive. Bon. Alors je crois que le plus simple, nous laissons les micros à ceux qui veulent les utiliser. Il y a une chose très facile. Ce monsieur, il y a complètement lancé. Il ne peut pas s'arrêter. Si vous partez, Je crois vraiment que où on retrouve une atmosphère que vous semblez souhaiter pour continuer. Vous voulez continuer la séance? Bon. Alors je demande. Vous voyez les peuples. C'est comme ça. Je commence à me douter. Vous savez, très pas c'est comme ça. Je vous demande s'il vous plaît.
puisque vous voulez continuer cette séance, je propose que Hubert Dahl propose les axes du débat de ce soir. Hubert Dahl. Bon, si vous voulez. Oui. Bon, si vous voulez, je vous propose 2 ou 3 axes de discussion et je ne serai pas long, je donnerai rapidement la parole aux autres invités. Je vais simplement essayer, et puis à la salle, je vais simplement essayer de préciser quels pourraient être les axes d'une réflexion sur comment se mettre en place de nouveaux dispositifs de contrôle social. Alors, moi, je ne peux pas te parler là-dedans, c'est pas facile. Bon, si vous voulez vous taire 2 minutes, ça me permettrait peut-être d'avancer dans le débat. Oui. Oui, j'attends. Non. Non, mais attends, il est en train de se faire liquider. Bon, si vous voulez, je pense que parmi les 2 axes principaux, les 2 stratégies générales de la mise en place d'un nouveau ordre social, il y a un mode que je qualifierais d'archaïque. C'est archaïque parce qu'il est peut-être destiné un petit peu à la fois à s'amenuiser. C'est tout ce qu'on voit apparaître actuellement autour de la montée de la notion de la sécurité, de la doctrine de la sécurité. Et l'autre qui est sans doute celle qui nous attend dans les années à venir, qui est la mise en place d'autres mécanismes qui, préférant une réponse en termes de répression ou en termes de loi, une réponse en termes de gestion de masse, en termes de gestion de population, une gestion qui est rendue possible par l'arrivée et le développement de nouvelles technologies. Alors, en ce qui concerne cette forme, je propose ici uniquement quelques pistes de réflexion qui pourraient être débattues entre nous. En ce qui concerne ce que j'appellerais le modèle archaïque, on assiste depuis quelque temps à une montée de la notion de la sécurité, même si cette montée prend des formes différentes dans les pays européens au même moment. Montée de l'insécurité liée à des campagnes d'intoxication sur la montée de la violence ou de la criminalité, montée du terrorisme, et en face de cela, toute une série de modifications de type législatif ou réglementaire ou des pratiques des appareils répressifs dans les différents États européens. On assiste un peu à la recherche d'un consensus social, un consensus qui irait au-delà des différentes classes sociales et qui serait fondé sur la nécessité de lutter contre cette montée de la violence ou de l'insécurité. Et on voit toute une série de sous-produits dans le champ du domaine juridique, par la légalisation de certaines pratiques policières, par un mode de législation à l'exception où on lance une campagne sur un thème déterminé et dans la foulée de cette campagne de mass média, on procède à une modification législative qui recueille un consensus très large. Je cite par exemple toute la campagne qui a eu lieu sur les incidents en permission de sortie et qui s'est traduite par une loi créant d'abord une première réglementation créant les quartiers de haute sécurité et une deuxième loi rendant extrêmement difficile la possibilité des permissions de sortie et liquidant progressivement la présence du juge d'application des peines du milieu pénitentiaire. On voit apparaître surtout comme sous-produit de cette montée de la notion de la sécurité à travers les masses médias une réponse de l'appareil judiciaire qui fonctionne de plus en plus à l'ordre et de moins en moins en fonction de protection des libertés, ce qui est pourtant sa mission constitutionnelle. C'est ainsi qu'actuellement, on a à l'intérieur des prisons un taux record. Jamais il n'y a eu autant de détenus et de condamnés au même moment dans les prisons françaises. Et l'ensemble de cette stratégie est très sophistiquée puisqu'elle requiert la participation des citoyens et que, par les campagnes intensives de mass média, elle produit un certain consensus pour qu'on porte atteinte à un minimum de liberté et de droits qui jusqu'à maintenant étaient fondamentaux. La deuxième technique qui est beaucoup plus sophistiquée et qui est probablement celle qui nous attend et qui existe déjà et qui est appelée à se développer, c'est celle qui recherche un fonctionnement du pouvoir au moindre coût qui, au lieu de maintenir l'ordre par des techniques de répression, cherche de plus en plus à gérer les populations, plutôt prévenir que guérir, mettre en place des mécanismes qui permettent de réguler le système social, de prévenir les conflits et d'intervenir avant qu'ils n'éclatent. On voit apparaître un développement d'une espèce de prévention généralisée, et cette prévention généralisée, qui est une vieille idée qui existait déjà il y a une trentaine ou une cinquantaine d'années,
est rendu possible par le développement de la technologie de l'informatique qui a mis en place un outil qui permet à cette prévention de prendre une dimension qu'elle n'a jamais pu atteindre et qui peut lui permettre de prétendre à une certaine exhaustivité dans le traitement massif et dans la gestion de grandes catégories de population. On voit apparaître dans le même ordre d'idées un transfert progressif des conflits du judiciaire, dont la fonction générale était effectivement de réguler ces conflits, à l'administration, à une série de commissions, à une série de mécanismes plus ou moins secrets et de lieux différents. On voit apparaître aussi l'érosion du concept de l'égalité, avec de plus en plus un fonctionnement du système social à la norme, avec des quantités de lieux nouveaux de pouvoir qui émergent et qui créent eux-mêmes leur propre normalité, leur propre légalité. Alors les trois thèmes que je voudrais proposer à la discussion, le premier c'est que signifie cette espèce de montée de la sécurité du citoyen et de l'État. Est-ce que c'est quelque chose de transitoire ou c'est quelque chose qui est appelé à se développer? Quelles sont les restructurations juridiques qui se font à l'abri de cette montée de la sécurité? La deuxième qui me paraît plus importante, la deuxième perspective et qui entre plus directement dans l'objet du débat d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que cette société au contrôle social généralisé qui est en train de se profiler? Qu'est-ce que c'est que cette possibilité nouvelle offerte par des nouvelles technologies pour accroître ce contrôle social? Et est-ce que ces nouvelles technologies n'introduisent pas de nouvelles rationalités dans la gestion des conflits, dans la gestion des corps sociaux et des populations? Qu'est-ce que c'est que cette prévention généralisée et qu'est-ce que c'est que ces nouvelles procédures de gestion des conflits sociaux? Qu'est-ce que c'est que ces transferts de lieux et ces transferts et ces changements de techniques de régulation sociale? Et la dernière question qui me paraîtrait débattue et qui renvoie aux possibilités de résistance par rapport à cette évolution, c'est quelle est la capacité du droit ou de la loi à contrôler, à amodier, à orienter ces processus? Comment peut-on encore introduire des procédures démocratiques dans ces nouveaux modes de gestion et de régulation? Alors, c'est autour de ces thèmes-là, si vous voulez, que je propose d'organiser la discussion. Et je ne sais pas qui pourrait commencer à prendre la parole, peut-être Casamayor? Si tu veux, pour moi c'est un peu différent. Le problème n'est pas tellement comment ça change, parce que tout le monde voit bien que ça change, mais je pense qu'il serait très important qu'on sache déjà ce qui existe et ce qui existe depuis quelque temps. Parce que la mise au pas, elle est évidente, mais autrefois elle existait inconsciemment. Parce que la notion d'ordre, elle n'a pas tellement changé. À cet égard, on n'a pas fait beaucoup d'avance, ni dans le sens de la répression d'ailleurs, sauf sur le plan matériel, ni dans le sens du libéralisme, ou en tout cas de l'autonomie de chaque individu. À mon avis, il y aurait deux mystifications dont il faut se méfier. D'abord, c'est cette notion de sécurité. Actuellement, vous le voyez, il n'y a aucun problème. On continue, je l'avais dit hier, mais c'est important de le répéter puisque c'est notre réunion de ce soir. La sécurité pour le pouvoir et aussi pour la quasi-majorité des citoyens, lesquels ont entendu ce mensonge répété depuis des millénaires, sinon eux, du moins leurs arrière-grands-pères jusqu'à Adam, c'est que la sécurité, c'est la répression. Or, la sécurité, les types veulent la sécurité. Et ils ont peur de la mort, ils ont peur de tas de choses, et le fait de vouloir la sécurité n'est pas une chose dangereuse en soi, elle est tout à fait normale. Et un État qui marcherait bien, et dont les qualités se mesurent au service qu'il rend, c'est un État qui vous sécuriserait, mais sécuriserait réellement, c'est-à-dire permettrait à chacun de s'épanouir au maximum de ses ressources et de ses facultés. Or, exploitant ce sentiment, les gouvernants, et plus que jamais actuellement, vous disent « Mais oui, mes petits, on va assurer votre sécurité. » Et pour assurer votre sécurité, il y a d'abord le batraquage, en principe, sur n'importe qui, sur qui il peut porter. Il y a ensuite notre investissement dans une certaine mesure de votre intimité, parce que vous n'êtes pas capable d'assurer votre salut vous-même. Il y a une grande infantilisation du public. On vous dit, mais c'est pour vous sauver, mes petits, que nous intervenons, que nous faisons ceci, que nous faisons cela, que nous venons à tous les coins de rue, que nous mettons notre nez partout. Et malheureusement, il est extrêmement difficile de faire comprendre que la sécurité, c'est autre chose que la prison.
C'est extrêmement difficile, et je le voyais encore récemment, où des tas de gens avec qui je parle, ou qui m'écrivent, me disent, vous comprenez, je prends un exemple, j'ai été agressé 7 fois en 3 semaines. Je suis une ouvrière qui a 3000 francs par mois, et vous, ça vous est bien égal, mais moi, je risque ma peau chaque fois que je rentre chez moi. Et il faut se mettre à la place de cette bonne dame. Alors, moi je lui ai dit, mais bien sûr, si je pouvais, je vous ferais un rempart de mon corps. Mais le problème, c'est qu'il ne suffirait pas qu'on vienne matraquer les gens. Seulement, cette notion de répression, elle est actuellement, et là Hubert a raison de le dire, elle est elle aussi exploitée au maximum. Parce que si quelqu'un vient se plaindre de ce qu'on lui a volé son sac, par exemple, de ce qu'on l'a molesté, il va se plaindre à qui? Il va se plaindre à des policiers. Et justement, malheureusement, un des nôtres n'est pas là, il va venir sans doute tout à l'heure. Il vous donnera son point de vue. Et beaucoup de policiers viennent dire de la pauvre dame, mais nous n'y pouvons rien quand c'est une dame. Vous comprenez? D'abord, nous sommes débordés, parce que le débordement ou le suremploi, c'est l'excuse de ceux qui ne veulent rien faire. Mais surtout, ils disent, de toute façon, ces cochons de juges les relâchent au bout de 5 minutes. Et la dame a l'impression que si on relâche des gens au bout de 5 minutes, elle est perdue. Et c'est pas seulement la dame. On peut presque dire tout le monde. Or, la sécurité, elle commence où? Elle commence d'abord à la fin. Il faut... Si tu veux, mais oui, tout à fait d'accord. Mais pour se respecter matériellement, il faut avoir une certaine autonomie. D'abord, il faut avoir le ventre plein. Si on est affamé, si on est malade, si on est très malheureux, on a beaucoup de mal à se respecter parce que... Alors... L'autre point, naturellement, c'est le chômage. Il est bien évident que dans une période de récession, et c'est justement parce que le gouvernement n'est pas en état de faire face au chômage, qu'il trouve comme alibi à l'insécurité les voyous du samedi soir. C'est un procédé qui réussit presque toujours. Et il faut répéter aux gens, vous avez besoin de pain, vous avez besoin de travail, vous avez besoin d'information. Vous savez, c'est pas nouveau. Beccaria, ça fait 200 ans et même plus, disait le meilleur moyen de réduire la criminalité, c'est l'instruction. Bon, ça, il l'a dit, c'est parti. Oui, si tu veux, l'éducation c'est un peu... Vous êtes tous des instruits, vous n'êtes pas éduqués. Je ne sais... On est moins instruits que tu crois. Et justement, c'est pourquoi je suis heureux que tu me dises ça, parce qu'il faut également se méfier de l'instruction. Car et on ne saurait trop le répéter. Et là, je suis sûr que aussi bien mon vieil ami Michel que les autres sont du même avis. Ce n'est pas ce que nous vous disons qui compte. Ce que nous vous disons, ce sont des éléments de votre propre jugement. Et alors, à cet égard, le rôle de l'administration judiciaire a été énormément majoré, parce que c'était justement l'endroit, voyant que les gens s'excitaient là-dessus, sur le coupable, cette notion de coupable, qui date de millénaires et qui est tellement commode. Coupable, répression, sécurité, obéissance à celui qui réprime, à celui qui frappe. En réalité, nous avons autre chose à voir actuellement, parce que la difficulté, elle consiste surtout à savoir où nous en sommes. Nous vivons dans une société extrêmement parasitée, et il est très difficile de savoir où sont les véritables tensions, où sont les véritables problèmes. Et quand on vous parle des conflits, il y a des tas de conflits qui sont résolus à bien d'autres endroits que devant des tribunaux. D'abord, il y a des conflits d'amitié, quand on s'arrange entre soi. Et puis il y a des conflits où on a besoin de quelqu'un qui vous les résout. Et puis il y a des conflits qui se résolvent dans les syndicats, dans les associations. Il y a des conflits qui se résolvent dans les élections. D'autres se résolvent par des lois. D'autres se résolvent par des guerres. Par conséquent, il faut bien savoir où il faut rechercher les conflits. Il faut en rechercher la source d'une façon tout à fait concrète, tout à fait matérielle. Et c'est pourquoi tout à l'heure vous avez rigolé après Makioki, mais elle nous a apporté elle nous a pas dit tout l'Iran, bien sûr. Elle nous a apporté quoi? Une impression de touristes compétents, mais sensibles en 8 jours. En 8 jours, on ne connaît pas le problème. Par conséquent, moi je m'arrête, je passe la parole à mes camarades. Hubert, à toi. À côté de cette montée, disons, de la répression proprement dit, ce qui me paraît intéressant, c'est d'essayer d'inventorier et d'essayer de deviner ou de voir quels sont les autres mécanismes de régulation
qui eux aussi répondent à ce concept de sécurité et qui permet de maintenir cette espèce de nouvel ordre intérieur à l'abri duquel se profilent des restructurations de type économique ou politique. Alors je passerai la parole à Louis Joannet pour l'interroger un peu sur ces espèces d'autres mécanismes qui se mettent en place et en quoi les technologies modernes telles que l'informatique ont permis le développement de techniques de régulation sociale qui, si elles apparaissent comme moins répressives, permettent quand même le maintien d'un certain ordre. Avant de parler ou reparler, pour ceux qui étaient déjà là tout à l'heure, de l'informatique, je voudrais essayer de clarifier tout au moins mes idées. Et la première, c'est de vous dire pourquoi je suis là. Après tout, on m'a demandé de venir. Moi, Vincennes, je connais très peu. Je suis venu une seule fois dans ma vie et je n'arrivais pas à trouver le chemin. Mais j'en ai entendu beaucoup parler et j'ai beaucoup lu. Et ça me paraît important et très directement lié au débat que nous ouvrons maintenant. Et là encore, je parlerai un peu du point de vue du juriste, c'est mon instrument de travail. Nous sommes réunis pour essayer d'approfondir la réflexion sur l'ordre interne. Il faut voir que un des dangers de ce débat, c'est de ne faire qu'illustrer une situation en dénonçant, comme je l'ai dit tout à l'heure, des applications informatiques, des réformes juridiques qui ont pour but de maintenir l'ordre interne. Mais je crois qu'il faut, préalablement à cela, essayer d'aller plus profondément et de voir quelle est la finalité poursuivie. Or, cette finalité, c'est l'obtention d'un consensus social. Quand un ordre s'établit à un moment donné, pour le maintenir, il y a soit la contrainte, soit la persuasion. Dans les deux cas, ce que l'on veut obtenir, c'est un consensus. Et de ce point de vue, je citerai une phrase qui m'apparaît importante, elle est du directeur de la division des droits de l'homme de l'ONU, Van Boven, et qui a écrit récemment que peut-être qu'on se rendrait compte dans les années qui viennent que parmi tous les droits de l'homme, le droit le plus fondamental est le droit à la différence. Or précisément, j'ajouterai un mot, le droit à la différence dans la réflexion théorique. Et pour moi, c'est ça, Vincennes. Je suis loin d'être d'accord avec tout ce que j'ai pu entendre, et je pense que beaucoup de gens ou de mes supérieurs ne seraient pas d'accord sur ma présence ici ou sur ce que je vais dire. Parce que je crois qu'ils ne comprendraient pas que ce que je vais dire, je ne suis pas nécessairement d'accord avec, en l'état de ma réflexion. Mais je pense que c'est fondamental d'essayer d'avoir une réflexion théorique différente de tous les schémas dans lesquels quotidiennement je suis amené à raisonner. Autrement dit, ça n'a rien de subversif ma présence ici, mais je suis persuadé que pour certains, ils ne comprennent pas qu'un magistrat puisse être présent ici et puisse tenir un discours que je vais tenir sur la Constitution et je l'aborde. En effet, pour les juristes, le consensus social, ça s'articule autour d'un texte qu'on appelle la Constitution. Et le problème fondamental est de savoir si on peut être d'accord ou non avec une Constitution dans un pays. Et le problème est... La discussion théorique est encore plus difficile lorsque l'on est dans un pays démocratique. Par rapport aux autres pays que j'ai pu voir, je ne dis pas tous, je considère que nous sommes parmi les critères généralement admis dans un pays démocratique formellement. Mais réellement aussi, parce qu'un pays développé. Ben, je vais m'expliquer. Je ne peux raisonner que dans la peau dans laquelle je suis né. Je porte mon témoignage d'européocentriste, et puis on en discute. Or, la possibilité de diverger avec un consensus social qui est cristallisé juridiquement dans une constitution, c'est grave. C'est un crime contre la sécurité de l'État. Ce n'est pas un hasard si, par exemple, dans le régime de la République fédérale d'Allemagne, il existe le crime contre la Constitution et la police constitutionnelle. Alors j'entends qu'il y a bien une différence entre celui qui accomplit des actes de violence directe contre l'ordre établi, mais il y a aussi une différence entre celui qui, de bonne foi, essaie de réfléchir à un état de droit,
un type de société, j'emploie des mots un peu simples, je m'en excuse, divergent de celui qui est en discussion et qui fait le consensus et qui est cristallisé dans la Constitution. Et de ce point de vue, je pense que, quoi qu'on pense de Vincennes, le droit à la différence dans la réflexion théorique apportée par Vincennes doit être à tout prix maintenu. Venons-en maintenant au secteur que je connais le moins mal, qui est celui de la contribution de la technologie dans l'obtention ou le maintien d'un consensus social, en vue toujours de maintenir un ordre établi. Je n'entre pas pour l'instant, je ne pense pas qu'on aurait le temps ce soir, si au mot ordre intérieur, il faut ajouter capitaliste ou communiste. Je veux dire par là qu'il y a toujours une ambiguïté dans ce débat. On parle d'ordre intérieur. Est-ce que nous parlons de l'ordre intérieur à Paris, en France, en 1978, ou est-ce qu'on parle d'un problème plus global? C'est quels sont les mécanismes politiques et sociaux qui permettent, dans toute situation donnée, d'obtenir un consensus de masse sur une idéologie. Je m'en tiens, pour l'instant, à la période concrète dans laquelle je vis. Paris, 1979, mars. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La technologie joue un rôle dans le maintien d'un consensus ou dans la recherche d'un consensus. Là encore, il y a une deuxième ambiguïté. C'est que parler de l'utilisation, par exemple, de l'informatique pour obtenir un consensus, nous avons tendance, et je l'ai eu cette tendance cet après-midi, j'y ai pensé après, à toujours raisonner sur les années qui viennent. J'ai surtout parlé d'applications futures, et je n'ai pas tellement parlé d'applications actuelles. Et ça, c'est une ambiguïté et parfois un danger. Car quand il peut y avoir le feu à la maison, ça n'est pas la peine d'imaginer la nouvelle maison. Il vaut mieux éteindre le feu et la conserver. Or, actuellement, on peut dire qu'il y a eu un saut qualitatif qui a été fait depuis 4 ou 5 ans. On pense généralement aux applications de type policier, le fichage par exemple, auquel s'ajoute l'ordinateur qui rend le fichage et donc la connaissance des individus beaucoup plus performant, donc un instrument beaucoup plus efficace d'arrestation ou de contrôle. Mais ça, c'est l'obtention d'un consensus par la contrainte. Beaucoup plus insidieuse est la recherche du consensus par des applications technologiques de contrôle de population sur des phénomènes de la vie quotidienne. Par exemple, l'obtention de prestations sociales. Par exemple, le recouvrement de dettes. Il existe maintenant des applications informatiques de recouvrement de dettes. Il existe même en Suède une loi sur le recouvrement automatisé des dettes. C'est également le contrôle social dans le secteur de la santé. Je m'y arrête un instant. C'est tout de même une question de se rendre compte que la mobilisation sur ce problème a démarré, tout au moins en France, d'abord à partir non pas des applications policières, mais des applications de la santé. C'est intéressant parce que le mot santé est très ambigu. Quand on prend un fichier du type Audace ou Gamin dont il a été question cet après-midi, qui a pour but de définir les enfants à risque sous-entendu social, c'est-à-dire ce qui inclut le concept de déviance. On s'aperçoit que les informations qui sont contenues dans ce type d'application sont beaucoup plus sociales que médicales. En réalité, le fichier Gamin, bien qu'il relève du ministère de la Santé, n'est pas du tout un fichier de santé. C'est beaucoup plus proche au niveau de la technique des informations recueillies d'un fichier de police. Par conséquent, on voit déjà dans un premier point un glissement du centre de gravité du phénomène. Puis on s'aperçoit dans un deuxième temps que les fichiers de police, jusqu'à une période récente en tout cas, étaient essentiellement des fichiers de répression et non pas de prévention. Les seuls cas de fichiers de prévention qu'on ait connus pendant une très longue période dans les applications policières, c'était ce qu'on appelle les fichiers sur les grands criminels sur le milieu, dont on avait des profils. Mais des profils individuels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des fichiers permettant de déterminer le profil du criminel potentiel, il y avait le profil de monsieur X, de monsieur Y et de monsieur Z. Et lorsqu'un signalement était donné
on pouvait retrouver à partir du profil, mais individualisé. Là, il y a un deuxième glissement. Ce sont des profils globaux. Le fichier gamin en est l'illustration. On définit les critères qui permettent de décider en passant dans la machine, comme on dit, à l'aide d'un certain nombre de paramètres, celui qui est à risque, potentiellement, et celui qui ne l'est pas. Nous passons de la répression à la prévention. Or, la prévention n'atteint son but que si elle est généralisée. Vous voyez, la différence entre un processus répressif et un processus préventif, c'est que le processus répressif n'a pas comme dynamique interne de se généraliser, ou quand il se généralise, il arrive à un système de type chilien. Tandis qu'un système préventif a constamment comme dynamique interne la généralisation et l'exhaustivité. Puisque prévenir, ça suppose que l'on puisse connaître tous les cas dans lesquels l'événement que l'on veut empêcher se produit, il faut connaître la totalité des informations qui permettent de prévenir. Et c'est cela qui m'apparaît peut-être actuellement le point central, car finalement en termes de fichage, un des gros problèmes, c'est que les gens, ils en redemandent. Ça n'est pas évident que les gens n'ont pas envie d'être fichés. Je sais bien qu'on ne peut pas accorder aux recherches sociologiques une valeur autre que ce qu'elles représentent, mais tous les sondages montrent que actuellement, le taux de population allergique au fichage est au maximum de 7%. Pourquoi ? Parce que bien souvent, nous ne sommes pas fichés par des gens extérieurs et à notre insu. L'immense majorité des informations de fichage sur notre propre compte, c'est nous qui les donnons. Et pourquoi nous les donnons ? Parce que nous en attendons un droit. Ça n'est pas une obligation légale d'être fiché. Mais si on ne donne pas les informations pour l'être, on n'obtient pas sa bourse, son inscription, on n'obtient pas une prestation sociale, etc. Vous me direz, ça n'est pas un phénomène nouveau, ça a toujours existé. Mais d'une part, c'était manuel, et ça ne permettait pas de sortir de l'individualisme de la démarche. Tandis que maintenant, si je prends le cas d'un dossier scolaire, la grande différence entre l'ancien système, c'est qu'on recueillait autant d'informations peut-être sur chaque élève il y a 10 ans que maintenant, mais il y avait une incapacité technologique à utiliser la masse globale d'informations pour ensuite définir, je m'excuse de me répéter, des profils d'orientation qui ensuite font qu'on désindividualise l'information sur chaque élève et on les oriente à partir de ce profil général. Et comme il est... Combien d'années pour faire une cinémathèque à l'emploi? Combien d'années tu crois qu'on va mettre pour mettre tout ça dans la moyenne? Mais je ne dis... Je ne nie pas la pertinence de l'argument, je demande simplement qu'on admette aussi le mien, c'est tout. Les films existaient, et là ça n'existe pas encore. Oui, ben les films existaient, par exemple, si on prend un cas concret, en matière, bon, je connais moins le domaine, le film, je n'ai rien contre, hein, mais après le film, il y a le microfilm. Puis après le microfilm, il y a la microfiche. Puis après la microfiche, il y a le système com, c'est-à-dire la microfiche en sortie d'ordinateur, etc. Ça m'interpelle, c'est tout. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je me pose des questions et je demande le droit à réfléchir différemment par rapport à celui qui m'a interrompu tout à l'heure. Bon, je crois que j'étais... Bon, je m'excuse d'avoir jeté un peu en vrac un certain nombre, et je m'en excuse d'impression, car je dois vous dire que ça fait 7 ans que je travaille dans ce secteur, et je commence seulement à avoir s'ébauché quelques pistes de recherche et de réflexion, mais nous y reviendrons peut-être. Je pourrais avoir le micro. Prends le bien. Oui. Celui-là, le tien avant. Il marche pas ton micro? Non, il marche pas. Si? Oui. Ah bon, avant d'aborder plus concrètement, si vous voulez, ce que peuvent être ces nouvelles technologies, je voudrais revenir un peu en arrière sur cette notion d'ordre intérieur et cette notion d'ordre intérieur qui existe depuis certainement un certain temps. Et je voudrais passer la parole à Michel Foucault en tant qu'historien pour lui demander en quoi peut-il considérer que cet ordre intérieur est nouveau. Restriction. Merde de flair. Bon.
à propos d'historien. C'était par illustre. Bon, écoutez, je serai très bref, parce que je crois qu'il faut passer le plus rapidement possible à la discussion et à des questions concrètes. C'est vrai que quand on entend le mot ordre intérieur, on n'a pas tellement envie d'y ajouter l'épithète nouveau, car après tout, l'ordre intérieur est une consigne, un objectif, une stratégie qui caractérise la plupart des États modernes et, autant dire, les États anciens également, et finalement tout État. Je pense cependant qu'il y a une certaine paresse, théorique, politique, comme vous voudrez, peut-être aussi une paresse morale qui est la plus importante et la pire par conséquent, à se dire que c'est tout de même toujours la même chose et que l'ordre d'aujourd'hui c'est la même chose que celui d'hier et que la meilleure manière de disqualifier l'ordre d'aujourd'hui ou de le dénoncer, c'est de montrer que c'est tout pareil au même que l'ordre précédent. Or, je crois que tout de même c'est important pour nous, pour notre vie, pour notre existence, pour notre individualité, pour ce que nous voulons être et faire, de savoir en quoi l'ordre qui est en train de s'installer maintenant est effectivement un ordre nouveau, ce qu'il a de spécifique et en quoi il diffère de ce que pouvait être l'ordre des régimes précédents. Bon, je crois que tout de même, les années que nous abordons maintenant sont et seront caractérisées pour encore des décennies, un demi-siècle au moins, par ce qu'on appelle bien sûr la rareté de l'énergie, ou en tout cas le fait que cette énergie, qui n'est pas aussi rare qu'on le dit, va être une énergie chère. Mais les pays occidentaux, puisqu'occidentaux nous sommes, et que c'est en tant qu'occidentaux que nous réagissons et que nous parlons, les pays occidentaux ont vécu jusqu'à présent sur un pillage énergétique du reste du monde, grâce à quoi nous avons pu assurer et notre croissance économique et notre bien-être, et également les systèmes politiques dans lesquels nous avons vécu. Maintenant, il n'en est plus question, et il ne peut plus en être question. Nous sommes dans un pays... Nous sommes... Je reconnais que j'ai beau le dire, c'est tout de même important. Bon. Bon. Alors je crois en tout cas qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que l'État, tel qu'il a fonctionné jusqu'à maintenant, est un État qui n'est plus en situation et ne se sent pas capable de gérer, maîtriser, contrôler toute la série de problèmes, de conflits, de luttes vraisemblablement d'ordre économique et social que risque d'engendrer cette situation d'économie d'énergie chère. Autrement dit, l'État a jusqu'à présent fonctionné comme un État-providence. Il ne peut plus, dans la situation économique actuelle, être un État-providence. Je crois qu'à ce moment-là, et en ce point précis de ces années, il y a deux possibilités. Il y a une possibilité qu'on pourrait appeler en gros la possibilité fasciste, et je ne crois pas, si on prend ce terme fasciste en son sens strict, que ça soit exactement cette possibilité qui nous menace. J'appelle en tout cas possibilité fasciste ce qui se passe dans un pays dans lequel l'appareil d'État ne peut plus assurer ses fonctions qu'à une condition, qui est celle de se doubler d'un parti tout-puissant, d'un parti omniprésent, d'un parti au-dessus des lois et hors du droit, qui fait régner à côté de l'État, dans les mailles de l'État, et jusque dans l'appareil même de l'État, la terreur. Je ne pense pas que pour l'instant, dans un pays comme la France, ce soit cette solution du doublage de l'impuissance d'État par la toute-puissance du parti qui soit ce qui nous menace. La solution envisagée, enfin la stratégie vers laquelle on s'oriente, avec tous les retournements possibles
vers la première solution, bien sûr, qui peuvent se produire en cas de tension très grave. La seconde solution, c'est celle dont Hubert parlait tout à l'heure, solution plus sophistiquée et qui se présente en premier regard, si vous voulez, comme une sorte de désinvestissement de l'État. Comme si l'État se désintéressait d'un certain nombre de choses, de problèmes et de détails menus auxquels, jusqu'à présent, il avait cru devoir porter une attention particulière et éveillée. Autrement dit, je crois que l'État se trouve actuellement dans une situation telle qu'il ne peut plus se payer le luxe, qu'il ne peut plus se payer politiquement et économiquement l'exercice d'un pouvoir omniprésent, tatillon et coûteux. Il est obligé de faire de l'économie, même sur son propre exercice de pouvoir. Et cette économie, eh bien, ça va se traduire, je crois, par justement ce changement dans le style et la forme de l'ordre intérieur. L'ordre intérieur, au fond, au XIXe siècle, au XXe siècle encore, il était projeté, il était programmé au moins comme une sorte de discipline exhaustive, s'exerçant indéfiniment et constamment sur tous les individus et chacun d'eux. Bon, je crois que maintenant, le nouvel ordre intérieur obéit à une nouvelle économie. Une nouvelle économie qui se caractérise par quoi? Premièrement, le marquage, le repérage d'un certain nombre de zones qu'on peut dire zones vulnérables, et sur lesquelles l'État ne veut en aucun cas passer quoi que ce soit. Et pratiquement, si vous voyez ce que, dans des pays comme la France ou comme l'Allemagne fédérale, on appelle le terrorisme, c'est bien précisément ces comportements qui se situent dans cette zone de dangerosité, dans cette zone d'extrême vulnérabilité, où il est décidé que là, on ne passera rien. On ne passera rien, et sur ces points-là, les peines deviennent à la fois plus nombreuses, plus fortes, plus intenses, plus impitoyables, etc. Bon. Donc, première chose, je crois, de cette nouvelle économie, le repérage de zones vulnérables. Deuxièmement, et en corrélation d'ailleurs, des espèces de marges de tolérance. Et sur un certain nombre de points, il est certain que, disons, la tatillonnerie policière, les contrôles quotidiens, pesants, maladroits d'ailleurs, vont se relâcher, car finalement, il est beaucoup plus facile de laisser un certain pourcentage de délinquance, un certain pourcentage d'illégalisme, un certain pourcentage d'irrégularité dans la société. Ces marges, finalement, prennent une fonction régulatrice. Le troisième caractère de ce nouvel ordre intérieur, c'est, je crois, la condition même pour qu'il fonctionne, c'est-à-dire qu'il puisse fonctionner sur ces zones vulnérables d'une façon précise et intense, et en contrôlant de façon beaucoup plus lointaine les marges de tolérance, eh bien, la condition pour que tout ça puisse fonctionner, c'est un système d'information générale, c'est-à-dire celui dont Louis Joinet vient de vous parler. Il faut un système d'information qui n'est pas tellement la surveillance de chaque individu que la possibilité à chaque instant d'intervenir là où précisément il y aurait création et constitution de danger, là où il apparaîtrait quelque chose qui serait absolument intolérable pour le pouvoir. D'où la nécessité de répandre sur toute la société et à travers elle un système d'information qui est un système en quelque sorte virtuel, qui ne va s'actualiser et qui ne servira effectivement, qui ne prendra forme instrumentale que dans certaines circonstances et à certains moments, qui est en quelque sorte l'état de mobilisation permanente du savoir de l'État sur les individus. Et enfin, la quatrième condition pour que ce nouvel ordre intérieur fonctionne, c'est la constitution d'un consensus. La constitution d'un consensus qui, évidemment, passe par toutes ces sortes de contrôle, coercition, incitation, en tout cas, par l'intermédiaire des médias, qui va assurer, en effet, en quelque sorte spontanément, et sans que le pouvoir ait à intervenir lui-même, sans qu'il ait à se payer le coût d'un exercice de pouvoir parfois très élevé, eh bien, il va y avoir par là une régulation spontanée qui va faire que l'ordre social va s'auto-engendrer, va se continuer, s'auto-réguler par ses propres agents, de telle manière que dans cette situation ainsi régularisée par elle-même, le pouvoir aura la possibilité de
d'intervenir le moins possible, de la manière la plus discrète possible, et ça sera à ce moment-là aux différents partenaires économiques et sociaux, de résoudre sous le contrôle d'un État qui aura l'air à la fois distrait et bienveillant les conflits, les contradictions, les hostilités et les luttes que la situation économique ne pourra pas manquer de soulever. Et c'est dans cette espèce de retrait apparent du pouvoir, pour qu'on n'ait pas à lui faire porter la responsabilité des conflits économiques, pour que les conflits économiques puissent se résoudre entre les partenaires, c'est grâce à cela et à travers ce retrait que vont s'opérer ces différents moyens par lesquels l'ordre intérieur va régner sur un mode qui est, je crois, très différent en effet de celui qu'on a vu fonctionner lorsque l'État pouvait se payer le luxe d'être un État à la fois providence et omnisurveillant. Bon, voilà une vague esquisse, non pas d'explication, mais de mise en place de ces phénomènes sur lesquels on pourrait maintenant peut-être discuter un peu plus précisément. C'est bien gentil. On continue le débat entre nous, pour nous. Bon, si vous voulez, oui, on pourrait passer aux questions. Et auparavant, moi, je voudrais intervenir sur la capacité juridique. Bon. Est-ce que quelqu'un peut apporter le micro à un intervenant là-bas? Il n'y a pas de micro. Pas circuler. Alors, est-ce qu'il peut poser la question? Oui. Alors, en parlant fort, je la répéterai au micro, si elle n'est pas trop longue. La répéter, on peut parler assez fort. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une vaste opération d'auto-intoxication. Absolument. Parce que cette histoire de nouvel ordre intérieur, qu'est-ce qu'on constate en réalité? Même les gens qui rentrent, qui viennent nous le raconter, nous considèrent comme en décadence, comme complètement punis, et ils n'ont pas tort. Parce qu'en fait, d'un point de vue économique, ça se casse la gueule, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a bien des raisons pour cela. D'un point de vue étatique, ça se casse la gueule aussi. Et ça, il faut s'en rendre compte. Les institutions fonctionnent très mal, pas seulement les institutions économiques, mais les institutions politiques aussi, et pas seulement le système des partis. Bon, quand on voit comment même nous fonctionnons, c'est quand même aberrant. L'ordre ici, comment ça s'est créé? Par le respect de l'institution, par le respect des tribunes, par le respect des orateurs. Finalement, cet ordre basé sur le respect, c'est ça qui nous coince. Je retrouve il y a 10 ans. On est conditionné par un système scolaire, par un système d'information, par un système de valeurs culturelles. Merci, j'en ai pas besoin, il y a les centrales nucléaires au bout, bordel. Si au fond, ils m'entendent aussi. Bon. Ah bon, oui, ça, c'est pour dehors, d'accord. Bon, ce que je me remets en question, c'est finalement ce suivisme que nous avons. Pourquoi les trois quarts des gens sont ici? Pourquoi les trois quarts des gens qui étaient là hier étaient venus? Parce qu'il y a des noms connus. Or, ces noms connus, ce sont nos intellectuels habituels, ceux qui finalement n'ont plus grand-chose à penser sur notre réalité vécue. Parce qu'ils sont comme les politiciens. Ils vivent dans un monde fermé. Ils vivent dans un monde qui est isolé des problèmes principaux, et ils ne sont plus à même de savoir ce que nous pensons, ce que nous vivons, ce pourquoi nous luttons. Je constate finalement, quand j'entends un gars comme Joannet nous dire le problème du consensus, on a le choix entre deux choses, la contrainte ou la persuasion. Mais dans quelle optique il se place? Dans celle de nos adversaires, ça veut dire qu'il y a un pouvoir qui, lui, a besoin d'un consensus. Et c'est la seule possibilité. À l'intérieur de cette possibilité, effectivement, il y aurait deux choix, la contrainte ou la persuasion. Moi, je dis non. Ce que je remets en question, c'est cette collusion qu'il y a entre les intellectuels et le pouvoir. Ils raisonnent toujours en termes de droit, en termes de loi. Qu'est-ce que je constate? En 68, il y a une loi sur l'université. Elle a au moins servi à foutre le bordel dans les universités. Il y a maintenant quelque chose sur l'Europe. Ça servira au moins à foutre le bordel dans les États. Mais en fait, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous? Qu'est-ce que nous avons à proposer? Je constate que Vincennes n'a sûrement pas servi à élaborer de nouvelles pratiques
critique sociale. Et c'est bien dommage. Et si Vincennes doit durer, si elle ne sert pas à ça, dans ce cas-là, elle ne sert à rien. Je constate qu'à Vincennes, comme dans n'importe quelle université, on a le culte des patrons. On a le culte des gens célèbres qui pensent pour nous, comme d'autres roulent pour nous, comme d'autres font du pétrole pour nous. Et ça, moi, je n'en veux plus. Je suis peut-être pas le seul. Bon, la parole est à Louis Joannet. Allô? Ça marche, oui? Oui. Bon, évidemment, ça m'est difficile de répondre. Je me vois attribuer la qualité de grand intellectuel. Moi, ma démarche, elle était beaucoup plus simple. C'est que, bon, on peut ne pas la prendre au sérieux. C'est que le peu de choses que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas croire que je peux le dire n'importe où. Effectivement, nous n'avons peut-être pas très bien conscience du vécu de Vincennes, car c'est ce que j'ai cru comprendre dans l'intervention. Mais moi aussi, j'ai des difficultés à exprimer. Bon, j'ai un certain nombre d'idées. Elles me sont personnelles. Patron ou pas patron, j'ignore. Je suis effectivement derrière une table, derrière une tribune. J'aurais pu le dire démagogiquement en bas ou ne pas venir. N'empêche qu'on ne peut pas faire que mes idées n'existent pas et que j'ai envie de les exprimer. C'est ça que j'appelais le droit à la différence théorique. Alors qu'on ne soit pas d'accord est une chose. Si on ne peut pas en discuter parce que je suis un intellectuel qualifié, ce qui resterait à démontrer, vu que je n'ai jamais rien écrit sauf 2 articles dans ma vie, d'accord, on peut en discuter. Enfin, au-delà de cette réponse un peu épidermique, et après tout, pourquoi pas, effectivement, j'ai dû ne pas être clair tout à l'heure. Mon but était simplement d'essayer d'analyser comment se posait le problème en face. Et effectivement, quand on veut analyser, essayer de voir plus clairement, ne serait-ce que pour y répondre, comment se pose le problème, on peut donner l'impression, ou inconsciemment, on peut s'engager sur le terrain contre lequel, justement, on veut se battre. Alors, si c'est cela qu'on a pu comprendre dans mon intervention, c'est que je me suis mal expliqué. L'alternative, pour moi, elle n'est pas, de toute façon, il y aura un consensus, soit par la persuasion, soit par la contrainte. Par contre, la question à laquelle je n'ai pas de solution, je n'ose pas employer l'expression, puisqu'on a posé le problème en termes de 2 options, il y en a-t-il une troisième? Mais la troisième, on sait toujours ce que c'est la troisième voie. Moi, c'est pas la troisième, c'est la troisième, la quatrième, la cinquième, j'ignore laquelle elle sera. Ce que je constate, c'est qu'en l'état, cette recherche de consensus, qui est vieille comme le monde, peut-être, par des procédés nouveaux, risque d'être obtenue ou maintenue de façon beaucoup plus efficace et par conséquent beaucoup plus difficile pour lutter contre. Et pour lutter contre, le problème est de trouver non seulement les instruments d'analyse théorique, mais les instruments pratiques. Et des instruments pratiques qui précisément n'entrent pas dans le terrain d'en face en produisant un type de répression qui est encore plus difficile à combattre parce que les technologies en tiennent compte et elles s'adaptent. Alors dire que c'est la pagaille dans l'appareil d'État, je demande à voir. Je demande simplement qu'on prenne des photos dans la presse d'il y a 10 ans et de maintenant, et qu'on vérifie simplement comment est équipé un policier maintenant et comment il l'était il y a 10 ans. Que l'on vérifie comment est un appareil transmetteur dans une manifestation maintenant et il y a 10 ans. Comment fonctionne une mini-caméra cachée dans un manifestant maintenant et il y a 10 ans. Oui, faudrait que tu t'approches. Qu'elle soit intelligente ou non, moi je dis ce que je pense. Voilà. Moi je pense que l'histoire... Mais je m'en fous. L'histoire se répète dans l'exposé qu'ont fait les gens qui sont devant nous. Moi j'ai vu qu'il y avait à la place du garant de la Constitution, qui est le président, le despote, et que les technocrates remplacent les scribes. Et moi je voudrais poser la question aux gens qui sont présents, qu'en est-il de cette, de cette parenté à travers, ce qui était la volonté du maître dans les temps passés, aujourd'hui la volonté de la technique. Est-ce que il y a eu effectivement un changement qu'on peut opérer à travers, des luttes et des mécanismes de pouvoir, ou sinon une volonté de pouvoir qui s'est inscrite dans cet ordre pour sauver une certaine vision du monde, ou sinon on reste que dans les, les analyses des pouvoirs. Voilà. Moi, si ma question est très simple. Je n'ai pas de réponse. Pas de réponse. Bon, j'ai envie de renvoyer ça. Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Bon, oui, là-bas. Essaie de te faire entendre. Allô. Je m'excuse de faire chemin à rebours parce que ma question concerne plus précisément l'intervention de... Enfin, je ne sais plus son nom, mais la dame. Macheke, oui. Alors, elle nous a fait un exposé très clair auquel j'adhère plutôt, sur l'Iran et sur l'évolution actuelle de l'Iran. Mais ce que je déplore un peu, c'est la non prise en compte de la position du PC iranien, s'il en existe. J'aimerais savoir où est-ce qu'il en est. Non, mais elle vaut la peine d'être posée, elle vaut tout à fait la peine d'être posée parce que, écoutez, je pense qu'on a tous droit à la parole ici et je rejoins Louis Joannet. Incapable de produire. Bon, s'il vous plaît. Il est tout à fait déplorable. Je pense que chaque fois qu'on exprime une idée contraire à la vôtre, vous n'êtes pas content. Mais en tout cas, il y a eu un exposé et il me semble qu'il est tout à fait légitime que je pose des questions qui me semblent être posées. Bon. Donc, je répète ma question. Bon. Quelle est la position du PC iranien, s'il en existe? Bon, s'il vous plaît, je passe la parole alors à Makioki. Simplement une parenthèse, parce que je souhaiterais peut-être qu'on puisse reprendre le débat sur ces nouvelles formes du contrôle social et ce maintien de l'ordre intérieur, parce qu'il me paraît que nous n'avons pas épuisé tous les problèmes, et notamment que se posera un problème ultérieur, c'est de savoir quels sont les instruments qui peuvent être mis en place par rapport à cette évolution. Il ne suffit pas d'avoir des outils de compréhension, il faut essayer aussi d'avoir des instruments. Des mots à répondre, c'est-à-dire c'est que je vous réponds peut-être aussi lu dans la presse, le parti TUDEC, c'est-à-dire le parti communiste iranien, est retourné dans ces dernières semaines à la légalité, c'est-à-dire il s'est reconstitué ouvertement, mais ce parti est considéré un parti très lié à Moscou, c'est-à-dire il est considéré comme un parti, on m'a dit, qui défend l'intérêt de l'étranger. Et c'est tout. Bon, si vous voulez, je propose qu'on repart au débat sur... Alors c'est une question sur l'ordre intérieur. Bon d'accord, alors je passe la parole. Vas-y, si tu fais une intervention brève, je la résumerai pour ceux qui sont à l'extérieur. Bon alors viens au micro. Une mauvaise traduction. Bon, tout d'abord un point d'information. En 1975, suite à un rapport qui a été fait par le ministère de la Justice sur la conception de la prison de demain, et qui avait été fait avec un groupe d'experts, il a été question, dans des annexes à ce rapport, dont la diffusion a été extrêmement restreinte, et uniquement dans le cadre de la préfecture de police, il a été fait allusion à des recherches qui ont été poursuivies et qui seraient poursuivies actuellement en France et en Europe par des laboratoires sur la mise au point d'un sérum contre la violence. Cette information qui m'avait été donnée par quelqu'un qui paraissait extrêmement bien placé ayant vu les annexes de ce rapport prend un tour tout à fait angoissant si on la relie premièrement à la tentative qui avait été faite auprès de la direction de l'action sanitaire et sociale, de demander aux assistantes sociales, sous prétexte de la prévention de la délinquance, d'effectuer dans les familles qui n'auraient pas eu encore d'enfants une sorte de définition d'air, de façon à pouvoir voir si, à travers l'instabilité de cette famille, le fait que le père soit au chômage, que la mère se drogue ou quoi que ce soit, définir des aires antérieures à l'apparition de l'enfant pour déjà avoir un champ un peu prévu de ce côté-là. Suite à ça, il y a le programme gamin. La dernière tranche de la parade étatique à cela, c'est peut-être le sérum contre la violence. Ça me paraît un point important d'information. Si vous avez des informations là-dessus, j'aimerais bien les connaître, compte tenu du manque de prévoyance
Ouais, aux États-Unis. Compte tenu du manque de prévoyance qu'a la majorité de la population française par rapport au problème des vaccinations. Ça, c'est une première question. La deuxième question serait plutôt une proposition. Une proposition par rapport à ce rôle de l'État qui me paraît en effet devenir de plus en plus ipso facto et structurellement, compte tenu du fait que nous vivons dans des sociétés de plus en plus fortes démographiquement, de plus en plus entassées dans des milieux urbains, donc de plus en plus policiers, que nous allons vers une puissance de plus en plus forte de l'État. De réfléchir, il me semble, de manière importante, sur le troisième statut qui est notre inscription sociale et humaine, ajouté au premier statut qui est notre statut de producteur, deuxième statut notre statut de consommateur, troisième statut notre statut de reproducteur. Il m'apparaît très important. Avant que l'État, t'as pas sur le crâne, t'as déjà plus de cheveux, il ne restera plus rien. Il m'apparaît très important qu'avant que l'État ne se soit doté dans les 25, 30 ou 40 ans du processus d'autoreproduction. Merci. Il me semble important, avant que l'État se soit doté d'ici 25 à 30 ans, compte tenu des recherches sur la génétique et la biologie qu'il finance, du processus d'autoreproduction in vitro, qui lui assurera à ce moment-là l'entrée dans le meilleur des mondes et le contrôle total de sa reproduction de l'État. Merci, on me l'a déjà conseillé, mais c'était pas convaincant. Il me semble important de réfléchir sur ce statut, et notamment, j'interroge en cela les camarades femmes, qui, de ce point de vue-là, détiennent une puissance assez fantastique et repérée historiquement depuis l'enlèvement des Sabines, les structures élémentaires de la parenté, etc., dans toutes les cultures. Ça m'apparaît être la dernière piste, une piste possible, sans aller peut-être jusqu'au suicide social, du moins une piste de liberté au niveau de notre conscience de reproducteur qui m'apparaît exister encore un petit peu pendant les 30 années à venir. Je vous remercie. Bon. Bon. Oui, d'accord, allez. Bon, je passe la parole pour une autre question sur l'ordre intérieur. Après, je vous la passerai. Ouais, c'est une question sur le désordre intérieur. Une question posée directement au professeur Louis Joannet. Il a parlé dans le processus. Oui, c'est un magistrat. Il a parlé de deux alternatives qui sont liées dialectiquement, si l'on peut dire. C'est d'un côté l'application de la technique et, disons, une militaro-technisation de la société. D'un autre côté, donner à la société l'aspect, la militarisation, et puis donner à la société cet aspect plutôt qu'il a présenté comme étant un aspect relevant du fascisme. C'est là ce que j'ai lu du moins dans un texte qu'il a publié dans Le Monde diplomatique. Mais tout à l'heure, il parlait de la société française, il parlait du parti qui pouvait être superposé à l'État et qui serait un stimulant. Non, c'est lui qui parlait, du moins dans la société. Dans la société, ok. Dans cette société, il dit dans la société française, actuellement, qui est une société démocratique, du moins formellement, mais il a dit pratiquement, le professeur Louis Joannet, il dit on ne peut pas avoir ce phénomène. Dans la société, ce qu'il veut dire pour la société occidentale. Est-ce que actuellement, ce qui se fait en Allemagne actuellement, n'est pas une certaine gamme de fascisation de la société, donc on ne peut pas l'exclure pour la France et pour la société européenne, qui sont au même mode de croissance, au même mode de production, au même niveau d'évolution historique. Alors je pose cette question. La parole est à Louis Joannet pour la réponse. Ou moins pour une réponse. Je n'ai pas compris la question, moi. On répond ou on... Je n'ai pas compris, moi, la question. Bon, t'as compris? Non. J'avoue. Bon, alors, bon, on répondra aux deux. Question sur la perception des menaces. Comment les orateurs ici présents sentent-ils le problème de la perception des menaces? À partir de là, est-ce qu'il n'y a pas de distorsion entre la perception des menaces par l'État et par les gens, les simples gens? Il faudrait qu'on m'explique comment s'il vous plaît. Les gens ont envoyé leur livret les militaires pour le Larzac. Je voudrais qu'on m'explique comment il y a des grèves de loyer à l'HLM. Je voudrais qu'on m'explique comment il y a des livres. Je voudrais qu'on m'explique. Bon, s'il vous plaît, Comment t'expliques dans les magasins, on m'applaudit, alors qu'avant,
au chef de rayon. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi il y a des histoires. Oui, mais je peux. Alors, Louis Joannet. Il a parlé comme un juge, Foucault. Il n'a pas parlé comme un peu dialectique. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi le professeur Joannet. S'il vous plaît, je voudrais qu'on m'explique pourquoi en Allemagne de l'Ouest, je voudrais qu'on m'explique. Le gourou, mais ta gueule, gourou. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi un RAF, où il y a des ordinateurs, où la police est 10 fois supérieure, c'est des Allemands, des Prussiens, petit doigt sur la couture du pantalon. Mais oui, je suis raciste. Mais le milieu, la culture, ça existe, mes amis. On n'existe pas de quelque part n'importe comment. Bon, alors je voudrais dire, le milieu, ça existe. Il y a des pays où on boit du vin et des pays où on boit de la bière. Il y a des pays où on est protestant et des pays où on est catholique. Ça forme sa tête, ça. S'il vous plaît, ta gueule. Bon, si tu pouvais abréger ta question. Oui, j'abrège. Et abrège-le. Mais oui, mais taisez-vous un petit peu, il n'y a pas de question. Mais méfie-toi, c'est ce que dit le président à l'audience. Bon, laissez terminer l'orateur, s'il vous plaît. Pourquoi en Allemagne de l'Ouest, avec une police très sophistiquée, tout ce qu'il faut, up to date, les mecs de la RAF qui avaient piqué le patron des patrons, ils sont passés les frontières avant que les flics ils aient vu sur leur fiche d'ordinateur qui c'était. Explique-moi ça. Bon, s'il vous plaît, entre le juge Foucault et le professeur Joannet, je donne la parole au professeur Joannet. La parole est au professeur Joannet. Bon, je veux bien essayer d'apporter une réponse, mais ce qui est un peu triste, c'est que je n'essaie pas de convaincre, hein. Parfait. Alors, je répondrai à vos questions par des questions. Vous parlez. Vous avez parlé des loyers. Bon. Allez, la parole est à Louis Joannet pour apporter des réponses aux dernières questions qui ont été posées. Bon, mais essaie d'écouter la réponse. Oui. Voilà. Mais je suis capable de répondre à sa question, moi. Mais alors dites que vous n'êtes pas là pour répondre à cette question. Je réponds d'abord à la question qui a été posée là-bas par d'autres questions. Bon, on a parlé des non-paiements de loyer, on a parlé des vols dans les grands magasins, etc., le chef de rayon. Et je réponds, pouvez-vous m'expliquer pourquoi dans les magasins maintenant il y a des caméras, pourquoi dans les magasins on développe les paiements magnétiques, pourquoi dans certains magasins... S'il vous plaît, la parole est à Louis Joannet pour la réponse. Bon, puisque vous posez à la fois les questions et les réponses, je passe à la réponse suivante. Alors,
Il y a une question qui a été posée ici, mais j'avoue que dans l'animation du débat, je l'ai perdu de vue, alors il m'est difficile d'y répondre. Bon, une question là-bas, oui. Approche-toi du micro, s'il te plaît. C'est impossible, c'est complètement décousu. Non, mais c'est d'accord. Vous avez une sacrée habitude de la discussion, hein, moi. Bon, moi, je voudrais poser une question. Disons que je voudrais qu'un problème soit abordé. C'est qu'on a parlé du nouvel ordre intérieur, effectivement, mais je crois qu'il faudrait aborder le problème des nouvelles formes de désordre intérieur, justement. Hein. Également, les anciennes formes de contrôle social qui existaient, c'est-à-dire nous sommes dans une société laïque avec une conception quand même psychologique laïque, une éducation laïque, hein, et nous avons des anciennes formes de contrôle social qui restent encore religieux, notamment la famille. Et ça fait quelque chose, qui cloche et qui tourne par rond. Hein. Ça fait quelque chose qui tourne par rond, justement au niveau de l'ordre. Hein. Ça fait quelque chose qui est... Bon, à partir de ce phénomène, je ne pense pas que, quel que soit l'État, il n'applique pas d'une manière idéologique et jamais un système de répression. C'est-à-dire qu'il utilise le système de répression qu'il doit utiliser pour conserver ses intérêts. Donc ce n'est jamais d'une manière gratuite qu'il l'utilise. Quand il l'utilise seulement de manière idéologique. Bon, j'aimerais qu'on aborde un peu ces problèmes-là, si vous voulez. Si vous voulez, je crois que le débat risquant un peu de tourner à sa fin actuellement, il me paraît qu'il y a un problème très important qui mériterait quand même une réflexion. On a essayé au cours de cette soirée de définir un peu et de trouver des meilleurs instruments de compréhension de ce qui est en train de se passer. Or, ce qui m'apparaîtrait important aussi, c'est d'essayer de voir quels sont à l'intérieur de l'État ou à l'extérieur les différents mécanismes qui pourraient essayer d'enrayer un peu ce qu'on perçoit comme menaçant dans cette évolution. Et ce qui m'apparaît important, c'est de voir que face à cette extension du contrôle social, on voit réapparaître des instruments relativement archaïques dont il faudrait mesurer la pertinence pour essayer d'enrayer la montée de ces phénomènes. Je pense notamment à la montée du droit à laquelle on assiste actuellement, montée du droit par exemple à travers la loi informatique et liberté, montée du droit par une utilisation du droit par les travailleurs sociaux pour essayer de lutter contre cette emprise croissante de l'État. Et la question que je voudrais peut-être essayer d'aborder, j'interrogerai Louis Joannet là-dessus, c'est à son avis quelle est la capacité du droit ou de la loi et quel instrument peut-elle fournir pour que des luttes se développent sur ce terrain-là. Votre question là. Ah, ça, je suis prêt à répondre. Sur l'instrument réformiste, je suis prêt à répondre. Oui, on m'entend là, oui. Je voudrais dire à propos du nouvel ordre intérieur que c'est plutôt pour moi un problème. Que c'est un problème militaire. Le général Beaufre, qui est un éminent personnage de l'OTAN, dit dans un de ses livres, Les guerres révolutionnaires, qu'au lieu de pacifier le Vietnam avec des B-52, il aurait dû le faire avec la guerre psychologique. Et je pense que le nouvel ordre intérieur entre dans ce cadre. C'est un problème politique, militaire et économique pour la survie de l'impérialisme. Les techniques employées maintenant ils font des tas de recherches, des trucs comme ça, et il s'agit de clouer le bec à toute résistance. Il s'agit de le faire par les moyens technologiques et par les moyens psychologiques. Et ça rentre aussi là-dedans parce qu'on est complètement affolé quand on entend toutes les techniques qui se développent actuellement pour empêcher toute résistance, et on se dit qu'il n'est plus possible de résister. Et à ce moment-là, il y a ce que disait l'autre en disant que les jeunes Arabes ont réussi quand même à enlever Schleyer et à continuer à résister malgré tout ce qui se développe contre eux, parce que c'est quand même assez fabuleux. Effectivement, il y a des moyens de résistance, c'est à nous à les trouver, et je veux dire, on n'a pas à se laisser abattre par ça. Mais c'est un problème politique, économique et militaire qui est nécessaire à la survie de l'impérialisme. Est-ce qu'on peut répondre au moins à quelques-unes des questions? Je pense qu'il faudrait, avant qu'il y ait une accumulation de questions, si vous voulez, je pense qu'il serait intéressant d'apporter des réponses. Je pense qu'il y avait plusieurs éléments dans cette question.
Cette question avait plusieurs éléments. L'un d'entre eux me paraît intéressant à creuser, c'est aussi de voir quels sont les instruments dont nous disposons actuellement pour essayer de comprendre davantage ce qui se passe et résister à ce mécanisme qui se met en place. Alors je sais que dès qu'on aborde le problème des instruments de réponse, immédiatement il y a des débats, et comme il a été introduit tout à l'heure, en termes de réformisme ou non, mais je pense qu'il serait peut-être intéressant, s'agissant de ces nouvelles technologies du pouvoir qui se mettent en place, d'essayer de voir quels sont les instruments qui peuvent exister en face, et je pense que je pourrais donner la parole à Louis Joannet sur ce thème. Foucault répondra pour la dernière élément de la question. Vous ne pouvez pas parler des instruments avant de concevoir la perception des menaces. Quelles sont réellement ces menaces? Bon, je pense, si vous voulez, que nous avons tous intérêt à essayer d'ordonner ce débat. Il y avait deux éléments de question, une série d'éléments sur quels étaient les moyens qu'on avait à notre disposition par rapport à ces mécanismes qui se mettent en place, et la deuxième qui était destinée à Foucault. Alors je donne la parole sur la première question à Louis Joannet. Si j'ai bien compris les questions, il me semble avoir un point commun. Je ne peux pas dire directement comment matériellement on peut répondre à cette situation, mais il m'apparaît qu'une des premières réponses, c'est d'en limiter, disons, la portée. C'est-à-dire que l'ambiguïté du type de débat que nous avons, je crois l'avoir déjà dit tout à l'heure, c'est qu'à force de faire état d'un certain nombre de faits, de systèmes oppressif, on a l'impression qu'on renforce le système lui-même et que de toute façon, il n'y a pas moyen d'en sortir. Alors, il y a tout de même un élément important qui est, en l'état, pas tellement approfondi du point de vue théorique, qu'on résume par le concept de vulnérabilité des sociétés informatisées, ou bien l'automatisation des processus sociaux qui rend plus performant en apparence l'appareil d'État, produit en lui-même une espèce d'antidote qui est une fragilisation plus grande. On peut prendre un certain nombre d'exemples. Fragilisation technique d'abord. À partir du moment où tout un processus d'organisation sociale passe par quelques centres nerveux, si le centre nerveux ne marche plus, tremblement de terre, ou bien conflit, crise, à ce moment-là, le caractère performant du système tombe subitement à son point zéro. Donc, du point de vue de son idéal, ça n'est donc pas un système performant à 100%, loin de là. Deuxièmement, à partir du moment où les centres décisionnels ou d'autorégulation décisionnelle sont entre les mains de quelques personnes, si il y a des réticences ou des résistances au niveau de ceux qui interviennent sur le plan humain, il en résulte une fragilisation, à ce moment-là, du système d'automatisation. Troisièmement, tout système d'automatisation, tout au moins des cas dont on a parlé, passe par un point de passage obligé, qui est la collecte de l'information. Or, en l'état, je ne sais pas si ça se produira un jour, mais il n'y a pas d'autre possibilité de faire fonctionner un système sans le nourrir d'informations. Ces informations, il faut les collecter. Pour collecter ces informations, il faut des agents collecteurs ou la disponibilité du citoyen lui-même qui donne l'information. On ne peut pas savoir quels sont les phénomènes sociaux, les luttes qui vont se mener peut-être dans 10 ans, dans 20 ans à ce niveau, mais qui, au niveau d'une lutte à un niveau plutôt populaire, m'apparaît être le point le plus fondamental auquel il faut réfléchir. Par conséquent, ce que je voulais dire, c'est que le système lui-même, par l'autoréflexion qu'il mène, et nous y contribuons, j'y peux rien, je suis dedans, tente à comprendre que plus il devient performant, plus il se fragilise. Et là où le conflit risque de se présenter de façon aiguë, c'est au niveau de l'agent humain qui intervient dans le système, du technicien, de l'informaticien, du technocrate. Car il faut s'assurer que précisément, il jouera le jeu du système. D'où à ce moment-là, tout un nombre de mesures de contrôle sur les intervenants eux-mêmes au niveau de l'embauche, du recrutement, du règlement intérieur, des congés, de la rémunération, du statut social, pour qu'ils fonctionnent par rapport à la mission qu'on souhaite leur voir remplir. Et par conséquent, je termine sur ce point, je crois qu'il ne faut pas exagérer la gravité de la situation, parce que j'allais dire, le système roule pour nous d'une certaine manière.
plus il se sophistique, plus il se fragilise. C'est au moins une hypothèse qui devrait être creusée. Et la deuxième, c'est qu'il faut mener un certain nombre de combats au niveau du statut des gens qui sont, eux, les autorégulateurs et les intervenants techniques sur le système. Car vraisemblablement, dans une dizaine d'années, ce seront des gens qui, du point de vue juridique, du statut du droit du travail, auront des contrats et des statuts internes particulièrement sophistiqués, et pour les raisons évidentes que je viens d'indiquer. Alors, c'est une réponse très partielle, j'en conviens, mais c'est tout ce que je peux dire en l'état. Bon, la parole est à Michel Foucault pour la réponse. Oui. Bon, alors, vous m'avez dit tout à l'heure, je crois que tout se passe comme si le pouvoir n'était rien d'autre que quelque chose qui produisait du réel pour que les intellectuels aient le plaisir d'en parler. Alors, je répondrai ceci, c'est que si vraiment le pouvoir ne crée d'autre réel que celui qui donne l'occasion aux intellectuels de parler, comme le pouvoir, c'est une chose agréable. Deuxièmement, vous m'avez demandé pourquoi je parle du pouvoir. Bien, si j'ai parlé de l'enfermement des fous, c'est parce que l'enfermement des fous existait et que je souhaitais que l'enfermement des fous n'existe plus. Si j'ai parlé du système carcéral, c'est parce que le système carcéral existait et que je souhaitais qu'il n'existe plus. Maintenant, si vous me demandez pourquoi je parle de ce dont je parle, je vous dirai que je parle de ce dont je parle parce que ça me fait plaisir et qu'il n'y a aucune loi, aucun pouvoir, aucun flic, et pas même mes amis les juges, qui m'empêcheront de dire ce que j'ai envie de dire. Personne n'est forcé de me lire ni de m'entendre. Voilà. Michel Foucault, le débat va s'arrêter, je crois qu'il est tard. Et alors, je m'arrête en remerciant Michel Foucault et Louis Joannet Casamayor pour ce débat. Gregory Berglund qui va... Micro? D'accord. Bonne soirée. Où est-ce que vous étiez quand j'étais interné à l'asile? Je répète, où est-ce que vous étiez quand j'étais interné à l'asile? Et je réponds, puisque vous ne pouvez pas, vous êtes ciblés par des bombes atomiques comme toujours.